Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à cette nouvelle conférence organisée par VK en partenariat avec la PASP, l'Association pour l'achat dans les services publics, consacrée aujourd'hui webconférence à la commande publique. Comme chaque année depuis maintenant 3 ans, nous faisons le bilan de l'année passée et le point sur ce qui nous attend sur l'année à venir en matière de marché public. Je suis Julien Prévoto, responsable éditorial et des activités médias pour VK. J'ai le plaisir aujourd'hui d'animer cet événement. Au cours de cette webconférence, vous pourrez poser vos questions via la fenêtre questions que vous pouvez voir dans l'interface GoToWebinar à droite de votre écran. N'hésitez pas dès maintenant à poser vos questions. Et notez que cette conférence donnera lieu à un enregistrement qui sera mis en ligne. Vous pourrez donc visionner à nouveau l'événement dans les jours à venir. Alors, bilan 2019, mais surtout, nous allons porter notre regard à l'horizon 2020 et prendre un petit peu de hauteur sur notre sujet du jour, qui est l'ouverture de la commande publique aux PME. Où en est-on? Qu'est-il mis en place pour favoriser l'accès aux petites et moyennes entreprises? Que doit-on anticiper tant du point de vue de l'acheteur que de l'entreprise candidate? Toutes ces questions, nous allons tenter d'y voir plus clair. Alors, la pratique et la matière de la commande publique a beaucoup évolué ces dernières années. Dématérialisation, simplification du droit, notamment au travers du Code de la commande publique, entré en vigueur l'année dernière, relèvement des seuils de dispense de procédures formalisées à 40 000 euros ce 1er janvier 2020, dispositions en faveur de l'innovation. Nous allons envisager l'ensemble de ces aspects et en évaluer l'impact sur l'accès des PME au marché public. L'enjeu est bien entendu colossal, car rappelons-le, les PME représentent l'immense majorité des entreprises en France, mais ne captent seulement qu'un peu plus du quart de la valeur totale des marchés passés. Alors, pour nous éclairer, nous avons le plaisir aujourd'hui d'avoir avec nous en studio deux intervenants qui vont nous offrir à la fois un regard de professionnels du droit, leur retour d'expérience, leur expertise juridique et leurs conseils opérationnels et métiers. Alors, avec nous donc, maître Jean-Marc Pérical, avocat à la Cour, maître de conférence à l'Université Paris 11, directeur de l'Institut de droit public des affaires du barreau de Paris et président de la PASP. Bonjour Jean-Marc. Monsieur Sébastien Topiac, directeur santé à l'UGAP. À l'UGAP depuis 2001, vous avez exercé différentes fonctions, notamment celle de directeur délégué en charge de l'innovation. Vous êtes par ailleurs administrateur de la PASP. Bonjour Sébastien. Bonjour. Et enfin, monsieur Simon Romanet, directeur du développement des éditions VK. Et Simon, vous nous avez préparé un petit test d'auto-évaluation au terme de cette webconférence. Bonjour. Alors, sans plus tarder, abordons notre sujet du jour, un sujet d'ailleurs, en ce qui concerne les marchés publics, pas tout à fait nouveau, Jean-Marc. Oui. Une thématique au cœur de l'actualité des marchés publics depuis de longues années, les PME, vaste sujet, pas tout à fait nouveau. Non, mais on sait d'abord que les PME, vous l'avez dit, représentent la grande majorité des opérateurs économiques susceptibles de travailler dans la commande publique. Donc, effectivement, c'est le premier public en termes d'opérateurs à viser. L'objectif de mieux faire accéder les PME à la commande publique n'est pas nouveau, effectivement. C'est un objectif à la fois national, mais c'est également un objectif européen, puisque c'est la même logique dans tous les États de l'Union européenne. Donc, effectivement, les thématiques en elles-mêmes n'est pas nouvelle. Par contre, c'est là-dessus sans doute qu'on va revenir pendant l'échange. On a l'impression qu'il y a de plus en plus d'efforts qui sont faits à la part de nos gouvernants, de la part de nos rédacteurs de textes, pour aller dans le sens de cet objectif. Donc, les thématiques, si elles n'est pas nouvelle, les méthodes pour y arriver, les process pour y arriver sont eux de plus en plus importants. Donc le sujet est sensible et vraiment d'actualité. Sébastien, un regard sur les PME que vous avez en permanence dans votre pratique métier. Alors 20 ans, en effet, vous évoquiez mon arrivée dans la commande publique à l'UGAP en 2001. 20 ans finalement que la commande publique cherche en tout cas à faire intégrer ou à mieux intégrer les petites et moyennes entreprises. Alors c'est un sujet
bien sûr d'actualité au regard du droit, mais c'est un sujet aussi important puisque nous le verrons, la mutualisation des achats en France et partout en Europe s'accélère, la multiplication des centrales d'achat s'accélère et naturellement, le sujet des petites et moyennes entreprises est au cœur de l'achat public, est au cœur des préoccupations des centrales d'achat et d'une centrale d'achat d'ailleurs comme l'UGAP. Nous y reviendrons, je pense, au travers de ces différentes interventions. Alors, initiative renforcée sur tous les fronts en 2019 en faveur des PME, que peut-on en dire? Alors, c'est vrai que depuis plusieurs années, alors même si l'année 2019 et nous le verrons l'année 2020 probablement également en matière au moins de guide ou de conseils ont été des années, j'allais dire, où la quasi-totalité des évolutions juridiques ont été réalisées dans cette perspective. Alors, simplification, vous évoquiez tout à l'heure le nouveau code de la commande publique, innovation. Alors ça, c'est un sujet intéressant puisque, j'allais dire, on a depuis quelques années fait un raccourci assez rapide entre achat innovant égale PME égale accès à la commande publique. Peut-être reviendrons-nous sur le sujet parce que ce n'est pas toujours évident que l'innovation, l'achat public innovant profite d'ailleurs au même titre que le crédit impôt recherche ou d'autres sujets qui ont aussi été faits dans ce sens-là, profite réellement et toujours aux petites et moyennes entreprises. Et puis nous parlerons aussi du seuil. Alors le seuil des marchés publics est un sujet, une arlésienne, j'allais dire, ou Jean-Marc dirait peut-être. Ça fait des années que la France se cherche autour de ce seuil. Nous verrons d'ailleurs, est-ce que remonter le seuil est obligatoirement un moyen pour les petites et moyennes entreprises d'accéder plus facilement à la commande publique? J'ai un avis que je vous donnerai naturellement sur ce sujet. Avec grand plaisir. Vous partagez, Jean-Marc, cette pyramide d'initiatives en faveur de l'accès des… Oui, il me manque juste un élément sur lequel on sera appelé à revenir. C'est bien de simplifier, c'est bien de favoriser l'innovation, c'est bien de rehausser les seuils. Tant que la question du respect des délais de paiement ne sera pas résolue, toute cette pyramide n'aura que peu d'effet. Je caricature un petit peu, je provoque un petit peu, mais la vraie question et cette question financière, elle est vraiment essentielle. Maintenant, la pyramide est là, elle est réelle. Je reviendrai sur cette question du seuil sur laquelle j'ai pu m'exprimer récemment. C'est à la fois passer un peu inaperçu. Je rencontre encore des collectivités, des acheteurs qui ne sont pas vraiment au courant de l'augmentation du seuil à 40 000 €. Et c'est une petite révolution parce que je me rappelle qu'il y a 10 ans, on était à 4 000. On est à 40 000 aujourd'hui. Les seuils des 15 et 25 000 ont été attaqués avec une défaite pour le premier, une victoire pour le second, si je puis m'exprimer ainsi pour ceux qui défendent les seuils. Là, pour l'instant, pas de consensus sur les 40 000, mais passer de 4 à 40, c'est une évolution considérable. Je crois qu'on n'en a pas conscience. Moi, je suis très positif sur cette évolution. Mais voilà, je vais marquer l'idée que c'est une augmentation par 10, multiplié par 10 en quelques années, et c'est vraiment très important. Première question sondage. Nous allons vous faire réagir sur le sujet. Considérez-vous que la commande publique doit contribuer au développement des PME françaises? Question finalement peut se poser. On vous laisse répondre dans votre interface GoToWebinar et nous regarderons ensuite les résultats. Poursuivons de notre côté. Alors, l'achat public, est-ce que c'est un processus trop compliqué pour les PME? Ça a souvent été évoqué. Est-ce que ça s'est amélioré? Est-ce que c'est plus complexe ou est-ce que c'est plus simple? Qu'en est-il, Sébastien? Alors, c'est vrai que depuis de nombreuses années, on essaie d'expliquer le faible taux de participation des PME à la commande publique en finalement mettant en cause le code ou le droit. On a souvent dit que le droit était un frein de l'accès des PME à la commande publique. Alors, pour rejoindre Jean-Marc, d'ailleurs, le sujet n'est pas l'accès des PME à la commande publique, mais bien l'accès des PME aux commandes publiques et au paiement public. Nous y reviendrons parce que je crois qu'aujourd'hui, il n'y a plus aucun sujet sur l'accès des PME à la commande publique. Il y a aujourd'hui un sujet d'accès des PME aux commandes, à la réalité des commandes et à la réalité des paiements. Nous y reviendrons. Alors, je ne sais pas si c'est trop compliqué. Il faut quand même resituer le fait que le droit de la commande publique est issu de l'Europe, est issu de directives européennes et que moi qui ai la chance souvent de rencontrer nos homologues centrales d'achat d'autres pays, la France est le seul pays qui se pose réellement des questions sur l'accès de ces entreprises à sa commande publique.
malgré le fait que tout le monde ait le même droit. Donc je ne sais pas si c'est un sujet de complexité. Nous y reviendrons. Je pense que c'est plutôt un sujet d'incompréhension respective entre d'une part les acheteurs et d'autre part les petites et moyennes entreprises. On peut tout simplifier, on peut même peut-être de manière un peu brutale enlever le code de la commande publique, voire relever les seuils. La question, c'est est-ce que tout ça permettra réellement de rapprocher une offre performante et un besoin? Voilà, c'est une question, je crois, qu'il faut poser. Donc, vous l'avez sur cette diapositive. Je pense que depuis de nombreuses années, les guides se sont multipliés pour inciter les PME à la commande publique, oser la commande publique. Certains disaient il y a encore quelques années. Alors, la dématérialisation, est-ce une opportunité, un risque, une chance? Ça fait à peu près 20 ans que la France, j'allais dire, tantôt s'y oppose, tantôt la pousse. Aujourd'hui, elle est là, elle fonctionne bien d'ailleurs, après plusieurs apocalypses prévues par certains. Le MPS, tout le monde se souvient du marché public simplifié, le DUM. Voilà. En tout cas, je pense que de toute façon, ces simplifications vont dans le bon sens. Après, à savoir si ce sujet, à lui seul, résoudra le problème, j'en doute, en tout cas aujourd'hui. La dématérialisation, vous en parlez, c'est quelque chose qui, comme vous dites, cela fonctionne bien auprès des PME aussi. C'est quelque chose qui est perçu comme positivement, qui facilite l'accès aux appels d'offres. Je crois que le digital, enfin la dématérialisation, mais quand on parle de dématérialisation, on voit souvent les procédures, mais les outils de sourcing achat aujourd'hui qui se multiplient d'entreprises françaises ou tout ce qu'on peut faire en matière d'exécution des contrats de manière digitale sont des bonnes choses. En tout cas, il faut quand même avouer, enfin, en tout cas c'est mon regard, que la dématérialisation aura permis de renforcer les trois grands principes de la commande publique, la traçabilité naturellement, l'égalité de traitement, la liberté d'accès, puisque aujourd'hui les procédures sont quand même facilement accessibles pour les personnes publiques. D'ailleurs, ça posera la question du relèvement des seuils et de la réalité de la perception des marchés sur les 40 000 euros, dès lors qu'ils ne sont pas publiés. J'allais dire, comment l'acheteur va-t-il réellement rendre visible son besoin et ses achats sous un seuil qui, comme disait Jean-Marc, n'est pas anodin, sous réserve d'ailleurs, on en reparlera, qu'on apprécie réellement ce qu'on appelle la fourniture homogène ou la catégorie homogène, puisque 40 000 euros, je le rappelle, n'est pas le montant de la commande ni le montant du devis, mais bien doit être apprécié au regard des règles de la commande publique. Jean-Marc, votre regard sur en tant que professionnel du droit, encore une fois, sur la complexité du processus d'accès pour les PME à la commande publique. Je suis évidemment pour la simplification et je suis contre l'afflux de normes dans le domaine de l'achat public comme ailleurs. Beaucoup d'efforts sont faits. Effectivement, vous citez, on le voit dans la fiche, hein, le nouveau code de la commande publique. Alors, c'est vrai que c'est un sacré pavé, mais il a l'avantage quand même de rassembler. Déjà que l'idée de rassembler ce qui est épars, c'est quand même déjà une bonne solution en soi. Il y a des guides. Je suis très, très guide, effectivement. Les guides de la DNJ, des médiateurs, des entreprises que vous citez, ils sont vraiment intéressants. La dématérialisation, c'est un vrai sujet. Je pense que pour beaucoup de PME, effectivement, c'est une réouverture. Pour beaucoup d'artisans, pour beaucoup de TPE, c'est un peu plus compliqué. Peut-être que ce sera une question de temps, de génération, mais je connais des endroits, que ce soit en France métropolitaine ou en Outre-mer où j'interviens beaucoup, où il y a pas mal de procédures infructueuses parce que voilà, les TPE, les PME locales, les artisans n'arrivent pas à répondre parce qu'ils ne sont pas outillés pour, parce qu'ils ne comprennent pas. Et c'est paradoxal parce que la dématérialisation va aller dans le sens, Sébastien l'a dit, d'un plus grand respect des principes, notamment du plus grand accès, plus grande liberté d'accès à la commande publique. Et dans certains cas, ben, ça va à rebours. Alors là encore, on a du temps. Moi, j'attends avec impatience, je sais que ça se fait de plus en plus, cette espèce de mixte entre l'ex-dispositif MPS et le DUM. L'idée qu'une entreprise, je pense à mon cas par exemple, parce que moi je suis une entreprise PME, mon cabinet où nous répondons des marchés de services juridiques. Notre attente, c'est ça, c'est de se dire, on n'aura plus qu'à déposer un numéro SIRET une bonne fois pour toutes. Les documents seront complétés par les administrations compétentes et on n'aura plus à se mêler de ce volet formalisé de la candidature. Ça, ce sera une vraie évolution. Et on en voit l'horizon ou
il n'y a pas vraiment il se dit beaucoup de choses. Certaines collectivités commencent à le mettre en place. Il y a des plateformes associées. Ça commence à se faire, Sébastien. D'ailleurs. Le GAP le fait, effectivement, et ça va se faire. Il n'y a pas, encore une fois, pas de deadline précis. Mais ça c'est vraiment une grosse attente. Alors, réponse à notre sondage sans appel. Considérez-vous que la commande publique doit contribuer au développement des PME françaises? 100% de oui. Je veux dire peut-être sans surprise, mais c'est-à-dire que nos auditeurs considèrent que le législateur et l'autorité doivent être moteurs aussi dans cet axe de développement qui, encore une fois, est stratégique pour l'activité économique à la fois du pays tout entier, à la fois du secteur privé et aussi évidemment de la bonne marche de la commande publique. Alors, achat public, un cadre juridique inadapté aux PME innovantes. Alors là, basculons sur le volet, je dirais, innovation. Sébastien? Alors, sujet ô combien important. Alors, c'est vrai que depuis 2012, la dynamique, on le sait, autour des startups, la French Tech, le CES, à Las Vegas, le crédit impôt recherche et tout autre dispositif, il y a eu une forme en tout cas, d'approche, alors assez intéressante, qui a été de se dire finalement, la France est un pays d'innovation, d'innovateurs, du concours Lépine, donc TPE, start-up, comment leur permettre de se développer plus rapidement, souvent financés ou aidés par des structures comme la BPI. Et donc, on a fait ce résumé. Alors, on s'est dit, tiens, pourquoi pas, peut-être que favoriser l'achat innovant, c'est favoriser in fine l'accès des startups et des TPE à la commande publique. Alors, je crois qu'on a probablement approché le sujet de manière innovante, c'est le cas de le dire, mais peut-être de manière assez limitée, c'est-à-dire qu'on a plutôt essayé de convaincre les acheteurs de l'intérêt des entreprises innovantes, plutôt d'aider les acheteurs à se convaincre de l'intérêt des innovations pour la commande publique. C'est-à-dire que le seuil des 2% par exemple d'achat innovant, je pense que personne ne sait réellement alors, où on en est, où on en sera en 2020, puisque c'était quand même 2020 la perspective des 2% d'achats innovants. Alors c'est vrai qu'à l'UGAP, on mesure ce point puisqu'on est à plus de 3%. Alors après, on pourrait débattre de ce qu'est un achat innovant ou de ce qu'est une innovation, ce qui pourrait nécessiter une webconférence probablement à part entière. Le partenariat d'innovation, mais Jean-Marc en témoignera, en tout cas de mon point de vue, n'a pas été en tout cas un très grand succès, alors probablement par sa complexité. On parlait de simplification il y a encore quelques minutes. Alors l'expérimentation achat innovant, qui est récente, qui date de le célèbre décret de Noël 2018, qui aussi avait vocation à faciliter sous le seuil des 100 000 euros la commande directement auprès d'entreprises innovantes. Alors j'ai connaissance d'une ou deux réussites, mais en tout cas, ce qui montre bien que le sujet de l'achat innovant n'est pas un sujet de droit. C'est un sujet à un moment de rapprochement entre, d'un côté, une entreprise qui apporte de la valeur ajoutée et de l'autre côté, un acheteur qui perçoit réellement pour sa collectivité, pour son hôpital, l'intérêt de l'innovation. Et je crois que le droit ne peut pas, de toute façon, forcer, j'allais dire, le rapprochement entre un besoin et une offre. Et donc, il faudra trouver d'autres leviers, à mon avis, que le droit pour, in fine, accompagner les TPE et les startups. Nous y reviendrons probablement. Concernant l'innovation, Jean-Marc, notamment effectivement l'expérimentation de l'achat innovant, le décret de Noël, effectivement, on a les premiers retours depuis peu. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on a quelques retours, peut-être pas suffisamment, effectivement, comme disait Sébastien. Deux mots, effectivement, sur ce décret de Noël. Moi, j'ai participé à plusieurs interventions permettant de rapprocher, notamment des métropoles, des agglomérations et des startups locales. C'est vrai que c'est un outil qui permet de dialoguer, qui permet le rapprochement entre acheteurs et opérateurs. Ce qui m'a frappé, même récemment, c'est la thématique de l'information. J'ai l'impression que ce décret de Noël qui date de plus d'1 an était encore assez méconnu. J'ai rencontré pas mal d'entreprises dites innovantes, qui avaient des idées d'innovation dans plein de domaines, services, fournitures, même travaux, qui me disaient, mais si on avait su que ça existait, on serait allé présenter des choses aux acheteurs, on serait allé les rencontrer. Donc, il y a encore une fois un vrai problème de sourcing, un vrai problème d'information et un vrai problème de rencontre. Je suis frappé que plus d'1 an après, il y a encore pas mal de petits qui découvrent cette possibilité, parce que
Malgré tout, pour une TPE locale innovante, 100 000 euros, c'est pas rien. Ça peut permettre de démarrer, ça peut être un levier, ça peut être extrêmement intéressant. Sur le partenariat d'innovation, alors là, effectivement, c'est vraiment une usine à gaz. Seuls certains gros donneurs d'ordre ont monté des projets. Je pense au SICTOM, le syndicat des interménagères, avec le SIAP, les armées, la SNCF, mais au niveau des collectivités publiques, je connais peu de projets. Et effectivement, est-ce que le texte est trop complexe? Est-ce que mêler toutes les étapes de la recherche développement jusqu'à la mise en œuvre, c'est trop ardu? Est-ce que ça fait peur aux acheteurs? En tout cas, les retours d'expérience là sont encore plus faibles que pour le décret de Noël, et c'est bien dommage parce qu'en soi, c'est un process fort intéressant. Alors, Sébastien, vous l'aviez évoqué tout à l'heure, la définition de l'achat innovant, qui pourrait faire l'objet effectivement de longs débats, mais en quelques mots, qu'est-ce qu'un achat innovant? Je crois que c'est une définition norvégienne, si je me trompe pas. C'est une question importante. Alors, c'est vrai que à l'UGAP, on a beaucoup travaillé sur le sujet. Alors, je crois que la définition, d'ailleurs, dans les textes, c'est beaucoup trop compliqué pour à la fois la redonner ou la lire. Je crois qu'à un moment, il faut, derrière cette notion d'innovation, essayer, j'allais dire, d'analyser un certain nombre de faisceaux d'indices que nous avons fait par exemple à l'UGAP. C'est-à-dire qu'à un moment, souvent l'innovation, elle est quand même déjà portée par le financement, par un certain nombre de reconnaissances, par des brevets. Donc il y a, c'est ce qu'a fait l'UGAP d'ailleurs pour définir le caractère innovant ou pas, puisqu'il faut savoir que la centrale aujourd'hui tag sur ces 700 000 références de produits et services le caractère innovant ou pas, pour donner à ses clients des statistiques. Donc, on a surtout travaillé le faisceau de preuves en se disant à un moment, ce produit a-t-il fait l'objet de financement spécifique en matière d'innovation? A-t-il fait l'objet de crédit impôt recherche? A-t-il fait l'objet d'un certain nombre de brevets? Pour essayer, in fine, est-ce qu'il est concurrencé ou pas concurrencé? Est-ce qu'il intervient dans la modification des pratiques, des processus? Que je dis toujours, l'iPhone 1 était une innovation, le dernier iPhone n'a rien d'innovant. J'allais dire, il ne change rien dans les attitudes, dans les comportements. Donc, il y a aussi un côté disruptif qu'il faut essayer d'aller chercher dans la définition de l'innovation, ce qui d'ailleurs probablement a freiné ce décret de Noël ou ce sujet des 100 000 euros, puisque beaucoup d'acheteurs ont eu peur d'être attaqués sur l'utilisation de ce décret à tort pour un achat qu'ils pensaient innovant et qui, in fine, ne l'était pas. Et ça, je pense que ça a aussi freiné, j'allais dire, beaucoup de structures, de cellules juridiques, de collectivités et d'hôpitaux, que je connais bien, j'allais dire, parce qu'aller chercher de l'innovation dans un logiciel, pas toujours évident à démontrer. Donc, voilà. Et puis parfois, l'entreprise considère que c'est innovant, alors que ça ne l'est pas. Non, mais c'est la même logique que pour le dossier des 40 000 euros. C'est cette crainte du contentieux pour beaucoup d'acheteurs, crainte du contentieux de point de vue administratif, crainte du contentieux pénal. Il y a beaucoup d'irrationnel dans cette crainte. Je les incite simplement à chaque fois à mesurer le risque contentieux pour des marchés de moins de 100 000 euros, passer 100 000 en concurrence, logiquement, puisque c'est le décret qui le permet. Le risque d'un contentieux, tant sur le plan du administratif que du pénal, me paraît extrêmement limité, ou alors il faudrait vraiment tomber sur une entreprise assez retors et vraiment prête à en découdre. Mais ça me paraît, voilà. Mesurons le risque contentieux, dédramatisons un petit peu et essayons de prendre le courage à deux mains. Là, je parle aux acheteurs pour ton expérience sans faire n'importe quoi, évidemment. C'est du bon sens, c'est de la raison. Je ne peux qu'inciter à suivre ce raisonnement. Alors, toujours sur le sujet de l'innovation, on a une question d'ailleurs sur le sujet des avances. Une question sur le décret 2019-1344 qui est venu augmenter le montant des avances versées aux PME. Est-ce que cette augmentation bénéficie-t-elle aussi aux PME membres d'un groupement d'entreprises solidaires titulaires d'un marché public? Jean-Marc, peut-être là-dessus. Les avances bénéficient à tous les candidats, qu'ils soient individuels ou en groupement. Donc là-dessus, il n'y a pas de sujet spécifique. Le texte le précise d'ailleurs. Et heureusement, parce que si ça ne bénéficiait que il y aurait un traitement inégalitaire et ce serait contestable sur un plan juridique. Oui, donc ça bénéficie à tous les candidats, quelle que soit leur modalité de réponse, soit seul ou en groupement. Alors, plus largement sur ce taux minimal, ce relèvement du taux minimal du montant des avances, que
Que cela implique-t-il sur les PME innovantes? Je vais rebondir sur ce que disait Sébastien tout à l'heure. Il disait que tout ne pouvait pas être réglé par le droit. Là, effectivement, le montant des avances, on le porte à 10%, voire à 20% pour l'État, le montant minimum, j'entends. Pour moi, là, pour le coup, c'est pas une vraie révolution. Pourquoi? Parce que jusqu'à présent, le fameux seuil, c'était 5%, mais on pouvait, notamment pour les PME, aller largement au-dessus, à 30, voire à 60% dans certains cas. J'allais dire, c'est plus une question de volonté des acheteurs de promouvoir les avances et donc d'alléger la trésorerie des PME que de normes et de textes. On a l'impression qu'il y a une vraie évolution. Si les acheteurs avaient vraiment voulu favoriser les avances, ils auraient porté leur montant à 10 et 20% sans problème. C'était tout à fait permis par les textes. Maintenant, voilà, c'est ça qui est quand même paradoxal. On est obligé de pondre un texte pour rehausser le montant minimum pour dire, regardez, on favorise l'accès des PME via l'augmentation des avances, alors qu'avant, c'est tout à fait possible, tout à fait permis. Et là, c'est là qu'on voit toutes les limites du droit au regard de la pratique. Et à nouveau, je rejoins Sébastien là-dessus. Je pense que la vraie problématique d'ailleurs de l'accès des PME à la commande publique, c'est celle-là. Cette dichotomie entre le droit et la pratique. En pratique, sur ce sujet du montant des avances? Alors, du montant des avances et plus généralement de l'ensemble des points qui sont évoqués sur cette slide, on voit bien que les pouvoirs publics ont compris qu'il y avait un problème de fond financier sur l'accès des PME à la commande publique. Alors, c'est un peu l'ambiguïté, c'est-à-dire votre sondage tout à l'heure témoignait que 100% des personnes, en tout cas, qui ont répondu, considéraient que la commande publique devait favoriser, en tout cas, permettre le développement des PME, et sauf que dans les appels d'offres ou dans les marchés, enfin, j'allais dire, on voit rarement des initiatives, comme dit Jean-Marc, qui sont favorables aux PME. Je le dis toujours, l'UGAP, depuis des années, paye ses 700 fournisseurs à 30 jours et est payé par la sphère publique aujourd'hui bien loin des 30 ou autres jours. Donc aujourd'hui, nous sommes un absorbeur et nous revendiquons ce rôle, mais c'est important pour les PME. Nous avons mis en place, il y a de très nombreuses années, la facturage collaboratif inversé qui est aujourd'hui défendu notamment par les pouvoirs publics, le médiateur des entreprises. Donc aujourd'hui, ce que dit Jean-Marc est très juste, c'est-à-dire que les acheteurs ont depuis de nombreuses années des libertés qui, dans leur contrat, seraient de nature à permettre, en tout cas plus facilement, aux PME eh bien, d'assumer le contrat quand on voit encore des clauses abusives dans certains contrats en matière de délai, en matière de pénalité de retard, en matière de preuves de services faits ou autres. Naturellement, je pense que l'acheteur, probablement, est le premier responsable aujourd'hui, avant le droit, parfois, des difficultés de l'accès des PME alors, à la commande publique, non, mais en tout cas, du fait que les PME puissent vivre sereinement du contrat public. Parce qu'on oublie souvent qu'une fois que la PME a gagné le contrat, pour des marchés à bon de commande parfois de 2, 3 ou 4 ans, ne pas la payer, lui imposer des pénalités qui sont exorbitantes, mettre en œuvre des clauses de mise en demeure, naturellement aujourd'hui, parfois, génère plus de risques sur l'entreprise que si elle n'avait pas du tout gagné le marché. Donc, je pense qu'un peu pour conclure, je pense que le sujet n'est plus l'accès à la commande, mais comment les acheteurs peuvent à un moment revenir à une relation équilibrée dans l'exécution du contrat entre eux et les entreprises et principalement les petites et moyennes entreprises. Et principalement l'exécution financière. Voilà, dans l'exécution financière, mais pas que, dans tous les aspects de l'exécution du contrat, d'accepter qu'une PME peut avoir des aléas aujourd'hui qui sont parfois plus difficiles pour elle à résoudre qu'une grande entreprise. Les pénalités, c'est un vrai sujet que tu mets en avant. On a encore de la jurisprudence aujourd'hui. On a les conseils d'État fondateurs il y a quelques années et puis recrudescence de jurisprudence qui sanctionne des pénalités disproportionnées, abusives, et le juge se permet de les rééquilibrer de lui-même. On a une vraie question d'équité entre les relations acheteurs-opérateurs, et c'est vrai qu'une entreprise qui gagne un marché et qui se voit infliger des pénalités qui quelquefois dépassent le montant du marché, on l'a vu dans certaines jurisprudences, on peut s'interroger quand même sur le respect à nouveau des grands principes de la commande publique. Nous avons par exemple à l'UGAP, ça c'est un point important, limité à 30% du montant de la commande, la somme des pénalités appliquées, parce que sinon, à un moment, le risque est beaucoup trop grand pour l'entreprise. Mais du coup, pas de réponse. Le risque, c'est que les entreprises le voient avec les gens, ne répondent pas. Passons à notre sujet des seuils.
Sujet important, puisqu'au 1er janvier dernier, le seuil a été relevé, rappelons-le, de 25 000 € à 40 000 €. Alors, question triviale, mais c'est-à-dire que est-ce que le formalisme, le respect de la procédure est-il le même avec ce relèvement, Sébastien? Je vais dire, il faut quand même rappeler aux acheteurs, et ici certains sont surpris du fait que moi-même ne suis pas en tout cas défavorable au relèvement du seuil des marchés publics. D'ailleurs, l'activité de la centrale d'achat qui est l'UGAP a toujours augmenté sur les petits achats, y compris avec les mouvements de seuil. Donc la question n'est pas de savoir si à un moment je fais un achat plus simplement. La question, c'est de faire un bon achat qui respecte les 3 grands principes. Donc 40 000 € ou pas 40 000 €, est-ce que finalement je reste dans l'égalité de traitement, dans la liberté d'accès et dans l'efficience de mon achat? Après, je crois qu'il faut quand même avouer aussi que le relèvement du seuil profite à toutes les entreprises et pas uniquement aux PME, parce que souvent les grandes entreprises sont beaucoup plus à même de détecter les projets sous les 40 000 € par des réseaux commerciaux ou par une très forte présence terrain, beaucoup plus qu'une PME qui, in fine, se retrouvant assez éloignée de la collectivité, à plusieurs centaines de kilomètres, elle ne verra plus potentiellement des marchés qu'elle voyait. Donc voilà, je pense que le sujet n'est pas si simple et qu'on fait un raccourci un peu trop rapide sur relèvement du seuil et accès plus facile des PME à la commande publique. Mais je pense que, pour rejoindre Jean-Marc, je pense que de toute façon, pour des achats de faible montant, il était de toute façon peu opportun de complexifier à outrance les notions de publicité et de mise en concurrence. Donc c'est une bonne nouvelle. Après, est-ce que ça permettra de résoudre, de répondre à la question qui est posée? Ça, c'est vrai que je suis plus ambigu sur cette réponse. Jean-Marc, votre regard sur relèvement des seuils en termes de procédure, je dirais. On oublie souvent qu'on a un objectif qui est affiché dans le code de la commande publique, qui était dans le code des marchés publics, qui est un objectif d'efficacité. La commande publique doit être efficace. Est-ce que mettre en place des procédures formalisées et plus ou moins formalisées pour des marchés de quelques dizaines de milliers d'euros, est-ce que c'est ça, être efficace? Est-ce que c'est efficace de mettre en place des procédures de plusieurs semaines, voire plusieurs mois, qui ont un coût en termes de publicité, de publication pour des marchés de faible montant? Je ne sais pas, et un coût pour les entreprises, je ne suis pas certain. Donc, en termes d'efficacité, je pense que c'est une bonne réponse que ce soit des 40 000 € après. Évidemment, certains vont crier en disant « et le respect des grands principes ». La jurisprudence européenne sur la nécessité d'une publicité dès le premier euro dépensé. Après, c'est une règle de bon sens et de comportement plutôt que de droit à nouveau. Évidemment, si les acheteurs utilisent ce seuil pour saucissonner, pour choisir toujours le même opérateur, pour ne pas respecter la définition de leurs besoins, la définition de leurs unités fonctionnelles, de leurs opérations de travaux, tout ce qui doit se travailler en amont, bien sûr que c'est répréhensible. Après, c'était d'en faire une bonne utilisation et peut-être que, comme le disait un rapport sénatorial il y a 5 ans maintenant, peut-être faut-il leur faire confiance, peut-être faut-il passer de la défiance à la confiance. Il y aura encore peut-être des détournements, il y aura encore peut-être des non-respects. Maintenant, personne n'est parfait. Mais je crois qu'il faut faire confiance aux acheteurs pour bien utiliser ce des 40 000. J'ajouterais que 40 000, ça peut paraître beaucoup, c'est une moyenne européenne. Il y a des États au sein de l'Union européenne qui vont beaucoup plus loin et qui notamment auraient pu le faire d'ailleurs. Ça n'a pas été le cas en France, c'est un choix qui a été fait, qui distingue les fournitures et services et les travaux, qui mettent des seuils de non-mise en concurrence en France plus élevés. Je vois par exemple en Italie et en Allemagne, le seuil est plus élevé avec des possibilités de demander des devis, mais il monte jusqu'à 200 000 €. Donc voilà, on n'est pas non plus extrêmement au-delà de ce qui se pratique ailleurs, car en plus c'est une bonne moyenne, moi qui me paraît à peu près équilibrée. À nouveau, peut-être qu'on aurait pu faire la différence entre fournitures services d'un côté et travaux de l'autre. Peut-être qu'on a choisi la voie de l'unité, de la simplification. Peut-être un complément, c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais le fait d'attirer l'attention des acheteurs sur ce relèvement de seuil, sur le comportement des entreprises, puisque naturellement, beaucoup de prestations, j'allais dire, ont parfois coûté 14 999, 19 999. Et là, naturellement, depuis le 1er janvier, beaucoup de prestations et beaucoup de fournitures, j'allais dire, valent 39 999 €. La question, c'est quand même pour l'acheteur de continuer à regarder vers la pertinence de ces sommes et la pertinence de son achat, puisqu'il faut aussi être assez réaliste sur le fait que des entreprises vont réajuster à la hausse
un certain nombre de fournitures ou de prestations liées au relèvement du seuil. C'est quelque chose, je crois, où il faut aussi attirer l'attention des acheteurs. Et je rejoins Jean-Marc sur le sujet. La question, ce n'est pas de mettre le seuil à 40 000, à 200 000 ou à 300 000. C'est est-ce que l'achat que je fais, et je le rappelle, avec des deniers publics, qui sont de plus en plus rares ou de plus en plus contraints, est réellement efficient et sert réellement l'intérêt de ma collectivité, de mon hôpital ou de mon ministère. Et donc, je crois que la vraie question qui est posée derrière ce relèvement du seuil, c'est bien la professionnalisation des acheteurs, le sourcing et en tout cas la parfaite connaissance du marché économique par l'acheteur sur ce point-là. Et on parle de ces seuils, mais parlons aussi des seuils européens qui, eux, ont baissé. Baissé très légèrement. Oui. Quelle est la raison de cette baisse? On fait partie pour simplifier, d'un panier de monnaies internationales, euro, dollar et d'autres monnaies, et qui se réajuste tous les 2 ans, un petit peu comme le système monétaire européen avant l'euro. Et ce rajustement entraîne des augmentations ou des diminutions de seuil. En fait, ce qui compte beaucoup, c'est la parité entre l'euro et le dollar. Et plus cette parité évolue, plus le seuil évolue. Donc là, ça a baissé un petit peu. Donc c'est complètement indépendant des législations et nationales et européennes sur l'achat public. C'est une autre logique. C'est ce qu'on appelle l'internationalisation des marchés publics. Ce qui prouve que là, l'achat public est mondial aujourd'hui, preuve en est que les seuils en dépendent. Très bien, merci Jean-Marc. Peut-être une autre question, peut-être d'ailleurs aussi plus largement que les seuils. On parle beaucoup des PME, c'est le sujet du jour évidemment, mais parlons aussi des TPE. Est-ce que c'est les mêmes problématiques pour les TPE? Est-ce que l'impact des seuils, par exemple, sur les PME est-il le même pour les TPE? Est-ce que c'est un obstacle? Sébastien, votre regard? Alors, on le sait, on est à 99% de TPE, PME, donc par définition, la TPE, plus petite structure, naturellement, voit davantage le code de la commande publique comme une montagne à franchir. Je le dis, je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus vraiment de sujet de droit. La digitalisation rend assez facilement accessibles les marchés publics. Je crois qu'on est toujours sur le même sujet du comportement achat. Quand on met en candidature des seuils d'élimination sur les effectifs, ou sur le chiffre d'affaires, naturellement, on ne favorise pas l'accès des TPE. Enfin, c'est un point, par exemple, sur lequel l'UGAP a depuis de nombreuses années décidé de retirer des seuils d'élimination en phase de candidature sur l'effectif moyen des 3 dernières années ou le chiffre d'affaires dans la quasi-totalité de ces marchés. Mettre des clauses abusives, oublier d'allotir. Naturellement, je pense qu'aujourd'hui, les TPE voient des marchés publics. Elles sont aujourd'hui préoccupées par le fait que parfois, naturellement, l'allotissement ne leur permet pas de répondre, la candidature est difficile, les clauses d'exécution sont difficiles. Après, je crois qu'il faut aussi revenir à une forme de réalité que j'évoquerai en conclusion, c'est que si la commande publique doit favoriser l'accès des PME, elle ne doit pas le faire par obligation. Elle doit le faire par intérêt pour la dépense publique et intérêt pour le service public. Ce qui veut dire que aussi les TPE ont à s'interroger sur leur taille, sur les groupements, on évoquera peut-être le sujet des groupements d'entreprises, et qu'à un moment où l'achat public se mutualise en région, en département, en national, eh bien, je fais abstraction un peu des travaux, parce que c'est un monde où il y a beaucoup de TPE, PME et qui, je crois, ont d'autres sujets, notamment les sujets de sous-traitance, sujets sur lesquels nous travaillons d'ailleurs beaucoup en ce moment à l'UGAP, sur la sous-traitance et sur la traçabilité et la déclaration de la sous-traitance et sur le paiement direct, parce qu'on essaie de résoudre en France le problème des PME dans la commande publique en multipliant la sous-traitance, qui est parfois d'ailleurs pas une opportunité, mais plus une contrainte pour les entreprises. Donc, je crois qu'aujourd'hui, le droit est là, les acheteurs évoluent dans leur comportement et je crois que les TPE doivent aussi s'interroger sur la nécessité parfois de se grouper pour répondre à des marchés publics. On ne peut pas demander non plus à l'acheteur public de faire des allotissements d'une finesse telle que des entreprises parfois toutes petites puissent répondre, puisqu'après on a aussi un problème entre le projet, le montant de la commande et le coût pour l'acheteur de faire 50, 60, 70 lots, coût de procédure, coût de gestion, coût d'exécution. Donc il faut trouver un point d'équilibre et je pense que les entreprises ont aussi du chemin, une partie du chemin à faire en ce sens. Encore une question sur les seuils avant de poursuivre. Jean-Marc, je me tourne vers vous sur, selon vous, l'utilisation des 3 devis pour les besoins inférieurs à 40 000 €
constitue-t-il un risque de requalification en marché à procédure adaptée? C'est une question qui appelle une réponse, pas une vraie réponse, parce que un MAPA, c'est une procédure libre et adaptée au montant de chaque marché, à les circonstances de l'achat, à la présence ou non d'entreprises sur un marché donné, un marché économique donné. Donc, un MAPA, il peut y en avoir dès le premier euro dépensé, si vous voulez. Je ne vois pas le risque, quel risque de requalification il y aurait. Dès lors qu'une collectivité se dit, tiens, j'ai un achat de 20 000 euros, je pense qu'il y a pas mal d'entreprises qui vont répondre. Je vais demander 2, 3 devis, voire 4, pourquoi pas. Bon, quelle est la frontière entre les 40 000, les MAPA? Les MAPA sont présents partout, donc risque de requalification, je ne le vois pas. C'est à chaque collectivité de s'organiser, de prendre sa décision. Moi, je trouve que demander des devis de temps à autre, c'est pas idiot. Je ne peux qu'aller dans ce sens. Ça permet quand même de mettre en compétition un minimum. Ça permet effectivement d'éviter que certaines entreprises profitent de l'évaluation sur seuil pour présenter des offres trop chères ou pour augmenter leur prix. Maintenant, n'oublions pas que lorsqu'on demande des devis, il faut se dire derrière que lorsqu'on fait un choix, il faut pouvoir l'expliquer. Donc, on rentre quand même dans une logique d'achat un peu plus formalisée. Avec, À quel prix? voilà, il y a peut-être d'autres critères à mettre en œuvre sur les délais d'exécution. Il faut assumer les conséquences des demandes de devis, pas de se dire, allez, je vais montrer que je suis de bonne foi, je vais demander des devis, puis après, je vais faire ce que je voudrais. Non. Demander des devis, c'est risquer derrière d'avoir des demandes d'explication, voire peut-être du contentieux. Ça arrive, effectivement, sur des montants de faible montant. Donc, voilà. Donc, frontière, moins de 40 000 MAPA, elle me paraît extrêmement friable. C'est au choix de l'acheteur maintenant qui comprenne bien que si demande de devis il y a, il faut le bout de la logique. Effectivement, et c'est quand même un peu de formalisme malgré tout. C'est pas n'importe quoi. Poursuivons. Sébastien, je me tourne vers vous. Une erreur de diagnostic et donc de traitement en filiation. Cette slide où mes propos vont peut-être faire un peu de bruit, mais la question, c'est que depuis 20 ans, finalement, des initiatives, il y en a eu en matière politique, en matière de guide, en matière de syndicats professionnels, en matière de droit, et in fine, aujourd'hui, finalement, le sujet est-il traité? La réponse est non. Les statistiques que nous avons sur les PME, sur la part des PME dans la commande publique, n'ont que très peu évolué, j'allais dire, au cours des 20 dernières années. Donc la question, c'est peut-être y a-t-il une erreur de diagnostic et donc de traitement, et c'est le directeur santé qui le dit. Je crois que finalement, on ne peut pas tout attendre du droit, et c'est un point qu'on évoque souvent avec Jean-Marc, c'est-à-dire que l'acheteur souvent attend du droit qu'il résolve tous ces sujets, l'achat innovant, l'achat social, l'achat environnemental. Donc, tous les acheteurs rêvent d'une forme d'appel d'offres préétabli, prêt à être téléchargé, à être publié, qui répondrait à tous ces enjeux. Et la réponse est bien sûr non, et que la professionnalisation des acheteurs, leur capacité à sourcer, à connaître leur marché. Donc, je crois qu'aujourd'hui, si on veut réellement régler ce sujet ou le faire avancer, il faut que les deux parties avancent. Je crois qu'aujourd'hui, les acheteurs sont parfois souvent ouverts, il faut le dire, aux PME. La question, c'est est-ce que les directions achats le sont également? J'allais dire, on voit encore des appels d'offres avec des critères prix à 70%, à 80%. Ce n'est pas le meilleur moyen d'ouvrir, j'allais dire, à l'achat innovant et aux TPE-PME. On voit encore des acheteurs qui font du prix un élément prépondérant et du prix pour le prix. Donc, à quand l'approche en coût complet en matière de durabilité du produit, en matière d'économie circulaire? Donc, je crois qu'aujourd'hui, le sujet, on a souvent incriminé les acheteurs. Je pense qu'il faut s'interroger au-dessus sur les stratégies des collectivités, de l'élu, de l'État, des hôpitaux, des directeurs d'hôpitaux, des directions achats. Veut-on vraiment favoriser l'accès des PME à la commande publique? Et ça doit faire partie d'une vraie stratégie de la direction achat avec un plan en matière d'outils, en matière de sourcing, en matière de budget pour sourcer. Ça coûte cher d'aller à la rencontre des entreprises, de rencontrer les syndicats professionnels. Nous le faisons parfois à l'UGAP, c'est-à-dire que nous prenons contact avec des associations professionnelles avant de lancer des marchés importants pour être sûr que les adhérents comprennent nos enjeux, nos attentes. Et puis, je crois qu'il faudra enfin, dans un pays qui est celui des quotas, la France est un pays où on sait de quotas, quotas sur tout,
quota sur l'égalité, quota sur 2% d'achats innovants, quota sur les conseils d'administration, quota. Et donc, je crois qu'il faut sortir de ce sujet-là. Il faut que l'acheteur public se dise, à un moment, la PME est une opportunité pour moi en matière d'efficience du service public et n'est pas juste un quota qui fait plaisir à un décideur public, qui fait plaisir à un élu, qui fait. Donc ça, je crois qu'il faut sortir une bonne fois pour toutes de cette approche. Sinon, on sera tout le temps à 2% d'achats innovants, j'arrête. J'arrête l'achat innovant puisque je suis à 2,1. Donc ça y est, j'ai rempli mon quota. Ou si on dit un jour les PME doivent représenter 50% de la commande publique en euros, hein, parce qu'il y a longtemps qu'elles le sont en volume, eh bien on va arriver à 50%, puis on va se dire ça y est, on a atteint le quota, c'est plus la peine de faire d'efforts. Donc je crois qu'il faut qu'on change de paradigme du côté des acheteurs et puis du côté des entreprises. Eh bien, il ne faut pas non plus que les entreprises se disent, eh bien, puisque l'État veut favoriser l'accès des PME à la commande publique, je suis sûr de gagner. Moi, combien je vois de PME répondre à l'UGAP qui ne préparent pas suffisamment leurs réponses, qui ne savent pas mettre en avant leur valeur ajoutée, qui ne font pas des bonnes offres, qui ne sont pas assez rigoureuses, qui ne savent pas se grouper, et donc qui me disent ensuite, monsieur Topiac, on n'a pas compris, on a perdu, alors qu'à la télé ou dans les médias, on nous dit que la commande publique doit permettre l'accès des PME. Je dis, c'est pas, moi, mon sujet d'acheteur professionnel, c'est de vous retenir en tant que PME parce qu'à un moment, vous répondez à mon besoin, parce que vous y répondez avec efficience et parce que j'ai confiance en vous. Ce n'est pas parce que, j'allais dire, les médias ont décidé ou l'État a décidé. Donc ça, je crois que voilà, les entreprises doivent apprendre aussi à marketer, et les PME, à marketer leurs différences, à marketer leurs produits, à marketer leur valeur ajoutée, et puis surtout à accepter parfois aussi de travailler ensemble, de se grouper pour répondre ensemble à des marchés publics au lieu d'être 10 PME concurrentes sur le même appel d'offres, in fine qu'aucune ne le remporte. Le sujet des groupements qu'on évoquait tout à l'heure, Jean-Marc. Pour compléter ce que dit Sébastien, qui a tout à fait raison sur cette approche en termes de stratégie, tant du côté des entreprises que du côté des acheteurs. J'ai deux cas concrets récemment, un en Outre-mer, en Guyane pour être précis, et un autre dans une région métropolitaine, où deux mises en concurrence, un appât et un appel d'offres avaient été lancés, avec un allotissement assez fin pour justement faire accéder le plus possible les PME, il ne faut pas le dire, mais en fait les PME locales, parce que sous l'accès PME, c'est souvent le PME local dont il faut parler, sont réalistes. Et dans les deux cas, il n'y a pas eu de réponse. Je me suis demandé si c'était une erreur de stratégie, qu'il y avait des charges mal ficelées, et j'étais un petit peu à la rencontre du monde économique, notamment en Outre-mer. Et vous savez ce qu'on m'a répondu? Vous savez pourquoi est-ce que les PME, TPE n'ont pas souhaité candidater par peur de ne pas être payés? Attends. Voilà. Et je reviens à cette thématique que j'évoquais tout à l'heure en guide d'introduction. Beaucoup de freins sont encore là. Les PME me disent, j'ai pas envie de ne pas être payé ou d'être payé au bout de plusieurs mois. J'ai pas envie de courir sans arrêt, de perdre mon temps à courir après mon paiement auprès du CHU, auprès de telle déclaration, auprès de tel acheteur. Donc, je ne réponds pas, j'ai d'autres choses à faire. Donc, tant que cette question-là ne sera pas résolue, on continuera à avoir cette défiance entre acheteurs et PME en matière de commande publique. Mesurer, analyser, décider. Alors ça, c'est un point important. J'allais dire, on parlait tout à l'heure d'innovation. De quoi parle-t-on? On parle de PME. Alors je rappelle que la PME se définit selon 3 critères. Hein. Et donc ça, c'est un exemple, en tout cas, de rapport que l'UGAP a mis en place, qu'on appelle l'empreinte économique, avec son partenaire e-attestation. Si vous voulez une vraie stratégie achat, on en parlait il y a quelques instants en matière d'accès des PME, faut-il encore savoir mesurer ses propres achats, comment ces achats impactent le tissu économique local. Vous avez ici un exemple de l'ensemble des achats de l'UGAP. Nous mesurons aujourd'hui en quasi temps réel où sont les PME, dans quelle région, le nombre d'emplois. Donc, je crois aussi que les acheteurs doivent se doter d'outils qui leur permettent de savoir avec quelle PME je travaille, est-ce que ça se passe bien, est-ce que la PME est contente, faire des enquêtes aussi de satisfaction auprès des titulaires de marché. Est-ce que la PME est contente de moi en tant qu'acheteur, de mes délais de paiement? Et donc, je crois que voilà, donc je crois qu'on résoudra ces problèmes. C'est un peu d'ailleurs le sujet de l'open data, qu'on n'a pas évoqué, mais qui est aussi d'y voir plus clair. C'est-à-dire il n'y a pas de stratégie achat sans mesure, sans analyse et sans indicateur. Sinon, on est toujours dans la perception de la commande publique ne favorise pas l'accès des PME. Est-on aujourd'hui totalement sûr des chiffres qui circulent en France sur la part des PME dans la commande publique? On doute déjà d'ailleurs de la dépense publique tout court. Donc probablement que les chiffres sur l'accès des PME à la commande publique, tôt ou tard, seront vrais. Et à ce moment-là, on pourra réellement commencer à avoir des stratégies, je pense, efficaces en matière d'accès des PME à la commande publique. Thomas, vous voulez ajouter un
un mot sur ce que vient de dire Sébastien? Non, mais on a un vrai problème de statistiques, c'est certain. Beaucoup de chiffres sont lancés. C'est effectivement sur le poids de la commande publique en France, on a des chiffres très disparates entre l'Observatoire qui est lié à la DAJ, l'INSEE et d'autres sources. On va de 70 milliards à 300 ou 400, enfin, c'est un petit peu délirant quand même. Moi, je retiens quand même l'idée des stats de la Commission européenne qui nous dit qu'en moyenne, la commande publique, ça peut être 10% du PIB de chaque État. Donc, ça me paraît assez raisonnable. Si c'est le cas, c'est quand même plus de 200 milliards en France, c'est quand même pas mal. Mais c'est vrai qu'en termes de stats, l'accès des PME, la commande publique des TPE, on est sur de rien. Donc, soyons raisonnables. J'ai quand même juste un petit mot à dire sur, malgré tout, on sait beaucoup de PME, TPE, malgré les réserves que j'indiquais tout à l'heure, dépendent de la commande publique. Métropole, encore une fois en outre-mer, peut-être surtout en outre-mer d'ailleurs, je trouve ce lien de dépendance assez fragile quand même. Une situation de fragilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si la commande publique baisse, notamment si la commande publique locale baisse, tout de suite, ça crée de grosses difficultés pour les entreprises, notamment les PME et les TPE. Et on sait que 1 ou 2 points de commande publique en moins sur un plan local dans certaines régions, ça fait couler des PME tout de suite. Ça fait couler. Donc, ce lien de dépendance économique me paraît, encore une fois, voilà, à regarder de près et créer de vraies fragilités. Enjeu majeur pour nos territoires. Sans plus tarder, je me tourne vers vous, Simon, pour un petit quiz. Merci Julien. Oui, ce sont des questions qu'on a identifiées, qui sont des questions très opérationnelles, très métiers. Ce sont des questions que vous avez certainement dû vous poser ou pourriez vous poser dans l'exercice de vos fonctions. Des questions comme cela, on en a identifié près de 3 minutes chez VK. Ce sont des questions qui nous sont remontées par nos auteurs, qui sont eux-mêmes des acheteurs publics. Chez VK, notre métier finalement, c'est de répondre à ces questions au travers de fiches métiers, de fiches juridiques, et de rendre accessibles ces réponses auprès de près de 3000 établissements publics aujourd'hui, près de 3000 acheteurs publics, que nous accompagnons donc au travers de ces réponses dans la pratique de leur achat. Donc oui, première question que nous avions envie de vous poser, c'est faut-il prendre certaines précautions contractuelles pour faciliter l'accès des PME? On peut voter? Donc oui ou non. Je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. Donc 89% d'entre vous ont répondu oui. Eh bien, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Oui, une PME dispose de par sa taille réduite d'une capacité de production ou d'intervention limitée par rapport à une UTI ou une grande entreprise. Il convient donc de faciliter l'accès des PME à la commande publique et limiter les risques en phase d'exécution du marché, de bien réfléchir à la taille du marché, à lotissement technique ou géographique, de planifier à l'avance les commandes importantes en volume ou de lui demander un calendrier d'intervention adapté par rapport aux moyens qu'elle est capable de mobiliser. Donc la réponse était bien oui, et vous aviez raison à 89% d'entre vous. Passons à la deuxième question. Deuxième question, qui est une question encore une fois très pratique. Peut-on publier un avis de publicité uniquement sur son profil d'acheteur? Encore une fois, je vous laisse quelques secondes pour répondre à cette question. 2 réponses possibles, oui ou non. Vous êtes 68%, donc un petit peu moins que la première question, à répondre oui. Et c'est la bonne réponse. Donc, c'est effectivement oui pour des achats d'un montant inférieur à 90 000 euros. Donc, il y avait, oui, la question n'était peut-être pas explicitée dans sa globalité. Donc, la réponse oui, dans ce cas, donc, la collectivité choisit librement des modalités de publicité adaptées en fonction des caractéristiques du marché public, notamment le montant et la nature des travaux, des fournitures ou des services en cause. Cela inclut donc le profil acheteur. Troisième et dernière question, est-il possible de limiter le nombre de candidats admis à participer aux enchères inversées? Donc, quelques secondes encore pour répondre à cette question. 2 réponses possibles, oui ou non.
Donc à 76% d'entre vous, vous avez répondu oui. Eh bien, la réponse est non. Donc, tous les candidats ayant présenté des offres qui n'ont pas été écartées au motif qu'elles sont inappropriées, irrégulières ou inacceptables sont invités simultanément par voie électronique à participer à l'enchère en présentant de nouveaux prix ou de nouvelles valeurs. Donc la réponse est bel et bien non. Voilà, donc pour vous accompagner sur, donc comme je le disais en introduction, près de 3000 problématiques, chez VK, nous vous accompagnons au travers de notre offre intégrale commande publique qui répondra à vos questions au travers d'une base documentaire, mais également au travers d'un service d'assistance juridique par téléphone qui s'appelle, lui, VK Ligne Expert. Merci de vous avoir prêté à ce petit quiz. Merci, Simon. Dernière question, répondez hein, si vous souhaitez recevoir plus d'informations sur l'offre VK intégrale commande publique que vient d'évoquer Simon. Oui, non, et nous vous ferons un plaisir de vous recontacter. Merci à tous pour votre participation à cette webconférence. Merci Sébastien Topiac, merci Jean-Marc Pérical, merci Cyril Manon, merci à Laetitia Libaud pour la réalisation de cet événement. Vous retrouvez toutes nos réponses à vos questions hein, donc, au travers de nos services que l'on vient d'évoquer, VK Ligne Expert et nos services d'accompagnement opérationnel et juridique intégral marché public. Où vous retrouvez Sébastien Topiac notamment parmi nos experts. À très bientôt pour une nouvelle webconférence VK et merci encore, à bientôt.